L'objectif de cette table ronde, ça va être destiné à tout type d'organisation, tout type de collaborateurs. Comment est-ce qu'on met en place un programme de sensibilisation qui nous permet effectivement de défendre les enjeux de cyber-résilience, donc de défendre les assets de l'organisation, les actifs informationnels et de mettre en place un programme qui permette justement de suivre avec les moindres frais des traumatismes potentiels de cyberattaque. Je ne serai évidemment pas tout seul à vous présenter les différents enjeux de ces programmes, puisqu'on a la chance d'avoir aujourd'hui 4 intervenants que je vais laisser se présenter en commençant par vous, Catherine. Bonjour à tous et à tous, donc je m'appelle Catherine Fampier, je travaille au sein du groupe Crédit Agricole et je suis en charge de la sensibilisation auprès des collaborateurs du groupe. Bonjour à tous, Boris Sauvage, donc moi je suis vice-président du Conseil national de l'ordre des experts comptables en charge des études numériques, donc avec toute une partie de sensibilisation sur la cybersécurité pour nos enfants. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être là. Marie-Odile Crinon, donc moi je suis administratrice du CRUSIF et puis présidente d'une société qui s'appelle LAC2 qui fait du conseil dans le risque et la crise cyber. Julien Nezri, je dirige AFNOR Certification, la filiale certification du groupe AFNOR, et on délivre des marques de confiance, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Et j'y reviendrai, on a eu la malchance d'avoir une cyberattaque il y a 3 ans, et donc ça émaillera une partie de mon propos. Merci beaucoup Julien, on en parlera effectivement pendant la table ronde. On parle beaucoup de sensibilisation, c'est pas la première fois, j'imagine que vous assistez à ce type de conférence qui traite de la sensibilisation. C'est un sujet qui est assez vaste, qui est en constante évolution, puisqu'il faut que ça suive de manière générale les évolutions à la fois des méthodes d'attaque, qui ne se renouvellent pas nécessairement, mais les technologies sur lesquelles elles s'appuient, elles évoluent beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, Boris, au niveau de la sensibilisation, de la communication et de la formation. Alors tout d'abord, première question, est-ce que vous sauriez nous expliquer la différence ? Pour moi, alors, sur la partie communication, ça va vraiment être de diffuser de l'information de façon plutôt passive et sans forcément engendrer d'action. La formation va vraiment vouloir apporter des compétences en plus aux équipes, et puis avoir un retour par rapport à ça, mais on ne pourra pas former tout le monde, notamment sur les sujets de cybersécurité. Sur la partie sensibilisation, on est un peu à la croisée des chemins, on va vouloir diffuser de l'information, mais en même temps, c'est d'emmener vers l'action aussi, que la personne prenne conscience qu'il y a besoin d'agir, que ça la concerne, et que finalement, cette information, elle doit l'intégrer dans son quotidien. Et cette partie de sensibilisation, c'est de l'information qui va pousser à l'action et pousser à vraiment s'investir sur le sujet de la part des personnes. Donc, si je comprends bien, il y a la partie de communication qui est nécessaire, c'est-à-dire véhiculer un message au niveau du management, par exemple, pour l'ensemble des collaborateurs, au niveau de l'amélioration des politiques, ce genre de choses. Formation, c'est mettre à disposition, finalement, les ressources qui sont nécessaires pour fournir des informations précises sur un sujet. Sensibilisation, c'est en fait, on va aller un peu plus loin, on va créer un attrait pour du collaborateur. Oui, et sur une population beaucoup plus large. L'ordre des experts comptables, c'est globalement 20 000 experts comptables, 170 000 collaborateurs. On a des formations sur la partie cybersécurité pour avoir des personnes au sein de chaque cabinet qui puissent vraiment maîtriser ce sujet-là et quitter le politique du cabinet. Par contre, il faut qu'on emmène tout le monde, et les 170 000 personnes, on ne peut pas tous les former, donc on les sensibilise sur leur donner de la matière, mais de la connaissance aussi par rapport à leur quotidien, pour qu'ils l'intègrent vraiment avec eux et dans leur réflexe, dans leur posture professionnelle. Alors c'est intéressant parce que les programmes de sensibilisation, il y a des choses qui reviennent régulièrement dans le cadre de ces programmes. Je pense au e-learning, je pense aux campagnes de phishing. Est-ce que, Catherine, vous de votre côté, vous auriez des conseils sur les grandes composantes d'un bon programme de sensibilisation ? Oui, absolument. Alors c'est vrai que la sensibilisation, elle est destinée à toucher les émotions et les comportements. Ce livre-là, la simple transmission d'informations, on vient de le voir, mais vise vraiment à influer sur le changement des habitudes et des perceptions qu'on peut avoir. Je pense notamment dans la prévention des accidents de la route pour sensibiliser, on va faire des ateliers pour sensibiliser les conducteurs aux risques que peut représenter la route et les dangers qu'il peut y avoir. Du coup, un plan de sensibilisation, moi j'aime bien le résumer en un mot, qui
qui serait adapté. Alors adapté tout d'abord à sa cible, parce que bien évidemment quand on crée un plan de sensibilisation, on va s'adresser à des personnes, à des populations. Il faut bien évidemment que l'on adapte notre message à cette cible. Également adapté aux objectifs fixés. Quand on crée un plan, que ce soit de sensibilisation ou autre, forcément on va se fixer des objectifs. Qu'est-ce que l'on peut faire? Quels sont les grands messages que l'on peut faire passer? Ces objectifs, n'oublions pas qu'il faut vraiment qu'ils soient clairs et compréhensibles. Il ne faut pas présumer de se dire que la personne qui est en face ou à qui on s'adresse va tout de suite comprendre ce pain midi. Donc il faut prendre en compte aussi ses attentes, ses besoins, ses préoccupations. Il faut aussi que ce soit adapté à l'entreprise, à la taille de l'entreprise, bien évidemment, également à son activité et puis à ses enjeux. Forcément, on prend en compte les enjeux de l'entreprise. Et puis je dirais aussi l'historique, comme vous en parliez, est-ce que l'entreprise ou est-ce que les collaborateurs ont déjà malheureusement été confrontés à une cyberattaque? Il faut vraiment prendre ça en compte dans les messages que l'on va adresser. Je dirais également qu'il faut que le plan de sensibilisation soit adapté à l'actualité. Je pense à des grands événements comme les JO, qui représentent autant malheureusement d'événements qui sont facteurs de génération de recrudescence de la cybermenace. Il faut le prendre en compte et bien sensibiliser également sur ces sujets. Et puis prendre en compte et adapter également la réglementation. Selon l'activité de votre entreprise, la taille de l'entreprise, il va y avoir une réglementation qui peut être mise en place. Je travaille dans le secteur financier, donc bien évidemment, DORA, notamment à cette réglementation, mais pas que, il y a l'IS2, il y en a d'autres. Donc, dans la sensibilisation, il faut bien évidemment également adapter nos messages à la réglementation. Alors, c'est intéressant. On parle beaucoup du fait que le programme il doit être adapté à l'utilisateur. Il y a pas mal de choses qui finalement viennent, je dirais, construire et maintenir ce programme de sensibilisation. On va avoir l'actualité, on a le cadre normatif et régulatoire qui va venir influencer le programme. C'est toutes ces choses qu'on va mettre en place pour justement sensibiliser, protéger le collaborateur parfois de lui-même. C'est quelque chose qu'on va venir ajouter dans le cadre d'autres activités, potentiellement qu'avec la chaîne de valeur, un collaborateur distant, c'est pas nécessairement un collaborateur qui est productif sur l'instant T. Est-ce que comment est-ce qu'un bon programme peut justement éviter de frustrer l'utilisateur? En suivant tout ce que vous venez de dire sur l'adaptation, notamment aux enjeux de l'entreprise, ça passe aussi par une co-construction avec au moins les équipes managériales et si possible le plus grand nombre de salariés. L'idée est bien que les enjeux sont différents, vous l'avez dit, sur l'activité. Donc déjà, ça c'est un enjeu majeur pour éviter la frustration, c'est de ne pas fixer des objectifs qui n'ont aucun rapport avec le besoin. Nous, par exemple, à l'AFNOR, on a identifié bien sûr, comme la plupart des entreprises, la question de données personnelles. On a aussi un enjeu bien sûr de transmission du risque en tant que sous-traitant ou en tant que fournisseur pour les clients. On a un enjeu aussi de préserver leurs données. Mais on a aussi notre actif immatériel des normes. Et là-dessus, donc, on a aussi un enjeu majeur de protection de la propriété industrielle, de la propriété intellectuelle. Donc c'est vrai qu'on adapte le besoin. Je pense qu'il y a aussi, et vous l'avez dit, l'idée de partager les choses, d'avoir un cadre. Et ça, la norme, en particulier la norme 27001, nous donne une façon de faire, notamment un cadre structuré. Vous avez parlé d'objectifs, donc l'idée vraiment d'avoir une connaissance par l'ensemble des salariés de ces objectifs, de comprendre ce qui est attendu d'eux. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir ce qu'on attend de vous dans le système, et puis d'avoir bien conscience de l'impact que ça peut avoir de ne pas respecter cette stratégie. Et donc pour moi, un des risques de frustration, c'est quand on ne comprend pas ce qu'on attend de nous et pourquoi on fixe ces règles. Et donc notamment, la justification peut être technique. Je pense qu'aujourd'hui, avec la multiplication des patrons, enfin des entreprises dans lesquelles un collaborateur peut être amené à travailler, c'est très important d'être didactique avec des justifications compréhensibles, parce qu'on a des collaborateurs qui travaillent, moi ça m'est arrivé dans des entreprises où il y a une politique renforcée
de BYOD, de Bring Your Own Device. Donc on va vous dire, vous pouvez venir avec votre téléphone portable, vous pouvez utiliser votre propre matériel, mais c'est pas pour autant que c'est n'importe quoi. C'est encadré, il y a un téléphone, il est enrôlé, il y a toute une règle. Et à l'inverse, dans d'autres entreprises, même salariés, on va lui dire, surtout interdiction de même installer la messagerie Outlook sur votre téléphone perso. Donc il y a vraiment besoin d'expliquer quels sont les risques, pourquoi on applique ces règles-là à un moment donné. Je pense qu'il y a aussi un enjeu pour éviter la frustration, c'est l'exemplarité. Il n'y a rien de pire que d'avoir des règles qui sont pour tout le monde. Par exemple, il y a 15 ans, il y a 20 ans, je ne sais plus, au début de la mode des iPhones partout, les iPhones c'était pour personne, c'était pas sécurisé, puis on voyait tout le code dire qu'il y avait un iPhone. En plus, ça se voit de l'extérieur. Ça, il y a un problème d'exemplarité et de compréhension des règles. Dernier point, peut-être, de fixer des règles qui soient aussi commensurables avec le niveau de risque et le niveau de faisabilité. Si vous expliquez, nous on a eu un débat par exemple en COMEX pour savoir quelle politique de mot de passe on voulait avoir entre la longueur des caractères, le taux de changement du mot de passe, la rotation qu'on fait dans l'année, et avec l'acceptabilité, si à la fin vous dites que c'est des mots de passe qui changeront tous les mois et qui feront 18 caractères, si vous n'équipez pas les équipes d'outils style Keybase qui leur permettent de stocker tous ces mots de passe, au final, tout le monde fait à l'ancienne en mettant le mot de passe sous le dos du clavier. Donc vous êtes à zéro en termes de... Voilà. Je voudrais compléter le propos de Julien. Effectivement, moi, il me semble qu'il y a trois choses essentielles. Le pourquoi, effectivement, Julien disait il faut expliquer aux gens que cliquer sur un lien c'est dangereux, etc. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça, il faut revenir sur le sujet de la résilience. C'est-à-dire, il faut faire comprendre aux gens que cliquer par erreur sur un lien, ça peut casser la boîte, ça peut casser l'entreprise, ça peut casser l'hôpital, ça peut casser la mairie, etc. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à donner ce sens à tout le monde. Des fois on dit ouais mais les collaborateurs ils sont sur leur tâche, leur business, leur activité, leur job. Ne pas sous-estimer l'importance de ce why, de ce pourquoi, et vraiment expliquer toute la chaîne de résilience. L'intitulé de notre table ronde c'est sur la cyber-résilience. Je pense que la deuxième chose pour éviter la frustration des utilisateurs, c'est le format. Le format qu'on propose, que ce soit de la sensibilisation, de la formation et autres, alors bien sûr, il faut l'adapter à la cible, il faut l'adapter à son époque. Je dirais que globalement, il faut l'adapter à l'environnement. Donc l'environnement de l'entreprise, sa taille, la population. Et aussi l'environnement. Moi, j'ai des clients, la maison mère est en France, mais il y a des filiales en Chine, en Ukraine, aux US et autres. Ce qui est clair, c'est que tous veulent avoir du why, pourquoi on fait, mais par contre, sur le format, on peut avoir des sensibilités, on peut avoir des choses différentes. Et j'ai même vu en France, par exemple, l'univers de la banque, ce qui marche très bien pour la banque A ne marche pas bien pour la banque B parce que c'est des cultures d'entreprise différentes. Et ça, il ne faut pas faire que du truc sur étagère, il faut savoir adapter justement à l'environnement et le prendre en conséquence. Du coup, juste revenir, le why, c'est vrai qu'à la FNOR, pour le coup, comme je vous le disais, on a eu en 2021 une cyberattaque qui a été d'une violence, enfin, pour le coup, la commisération pour ceux qui sont touchés, même si ça peut impacter votre activité, c'est une chose. Le vivre de l'intérieur, pour les collaborateurs, c'était d'une violence extrême. Et pendant un certain temps, on a beau avoir un statut au niveau du groupe AFNOR associatif, un certain nombre de collaborateurs étaient convaincus qu'on allait faire faillite, qu'ils allaient être licenciés. Par ailleurs, en plus, c'était pendant le Covid. Le lien, vous n'avez plus le droit d'utiliser votre ordinateur, plus le droit d'utiliser votre téléphone, plus de contact. Et donc, ça recrée des solidarités, des façons de faire incroyables. Mais maintenant, le why, nous, on n'a plus besoin de l'expliquer pour le coup. Et on a vraiment... Non mais il y a une vraie compréhension interne on ne va jamais vouloir revivre ça. Donc les gens ont vraiment une sensibilité exacerbée par rapport à cet enjeu qui touchait vraiment finalement à leur... je ne vais pas dire leur raison d'être, on a quand même d'autres raisons d'être, mais quand même c'était vraiment une inquiétude très forte.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, si je comprends bien, former l'utilisateur sur lui dire son mot de passe faible, c'est dangereux parce qu'on peut, voilà, dans le cas d'une fuite ou d'une campagne de craquage de mot de passe par brute force, ce genre de choses-là, lui expliquer en quoi c'est un mot de passe faible, ça, parmi toutes les bonnes pratiques qu'on peut avoir, lui expliquer techniquement, on est en capacité de le faire ça, d'expliquer techniquement le risque quand il clique sur une campagne de phishing, qui télécharge une pièce jointe malveillante ou qui télécharge des logiciels pas recommandés, ce genre de choses. On est en capacité d'expliquer à la grande majorité des collaborateurs? Ils le voient, puisque j'en parlerai après, mais nous, on a des indicateurs et des tests sur les craquages. Donc ça, on voit déjà, on fait apparaître non pas qui a fait quoi, mais les mots de passe les plus ridicules qui ont été craqués le plus rapidement possible. Donc ça, techniquement, ils voient bien que c'est rapide. Et puis, je crois qu'on va en reparler, mais il y a la question aussi du lien qu'on peut faire aussi avec le perso. Est-ce que réellement, vous laissez tout ouvert Enfin, vous avez le même mot de passe Roudoudou 21 sur tous vos comptes, y compris bancaires, y compris... voilà. Donc on a cette sensibilité, on arrive, il me semble. Ce que je voulais souligner, c'était vraiment le côté... l'enjeu vital que ça pourrait représenter pour une entreprise. Un certain nombre de structures privées font régulièrement faillite suite à des cyberattaques. On a vu aussi tout l'impact que ça a pu avoir, on en parle un petit peu moins, mais sur les hôpitaux et les fuites de données par ailleurs. Donc je pense vraiment... Cette sensibilité, elle est forte et on peut la renforcer, comme vous l'avez dit. Hein. Je pense que c'est essentiel, le why. On est comment dire, donc finalement à l'aspect le plus grave, je dirais, de ce qui pourrait arriver pour une entreprise, donc au niveau d'une cyberattaque, avec justement les collaborateurs qui sont informés, une partie du système d'information qui est potentiellement mise à l'arrêt des suites de cette attaque-là. Donc là, on est vraiment à un niveau très haut en termes de sensibilité. Ce qu'on voit aussi dans certaines campagnes de sensibilisation qui sont parfois bien structurées, c'est une espèce de justement d'anesthésie vis-à-vis de ce programme. Il y a des campagnes de phishing qui arrivent régulièrement, l'utilisateur il clique pas, c'est une campagne de la DSI, c'est pas très grave, il reçoit son mail, il doit faire la campagne de sensibilisation, de formation sur les risques des campagnes de phishing. C'est des méthodes aujourd'hui qui sont populaires, je dirais pas qui sont normales et qui sont déployées partout, hein, on le voit encore même des grandes sociétés qui n'ont pas ce genre de programme. Et chez certains, on se tourne vers d'autres méthodes justement pour sensibiliser les collaborateurs, pas seulement des campagnes de phishing, mais parfois autour notamment de la gamification. Il me semble que vous aviez des retours par rapport à ça, Marie-Odile. Tout à fait. Nous, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, effectivement, c'est de se dire, et vous le rappelez très justement, il y a beaucoup de façons de sensibiliser. Peut-être certains d'entre vous connaissent là, le document d'Occlusif, sensibilisation du collaborateur, le maillon essentiel de la cyber, et on a répertorié sur 2 pages un petit peu toutes les méthodes. Mais effectivement, il y a une méthode qu'on voit de plus en plus se développer, c'est la méthode par le jeu, la gamification, le gaming, et pas seulement dans le domaine de la cybersécurité, de la cyber-résilience. Escape game, escape virtuel, je suis convaincue qu'un certain nombre d'entre vous ont eu la chance de participer à cela. Et moi, je dirais que c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. On a un système éducatif, je dirais, en français qui est encore très classique dans les méthodes d'apprentissage, etc. Et on s'aperçoit petit à petit, et on le voit bien quand on est des enfants, comment on peut leur faire apprendre en plus différemment, en fait, comment on travaille l'ancrage mémoriel. Et ça a vraiment été prouvé aujourd'hui en termes de neuro, hein, que le jeu, c'est une forme d'apprentissage qui est absolument extraordinaire. Alors attention, quand on utilise le gaming, il ne faut pas confondre apprentissage et jeu. Nous, typiquement, quand on utilise le gaming, on ne remet pas de petits gadgets à la fin à celui qui a gagné. Par contre, on va lui remettre un diplôme, comme quoi il a suivi la formation, etc. Donc on veut bien garder vraiment cette notion d'apprentissage. On le fait par le jeu, donc effectivement l'ancrage mémoriel, et on passe un petit peu, je dirais, de la notion de devoir, je dois faire ma formation, à pouvoir. C'est-à-dire, en fait, ils deviennent acteurs de leur propre sensibilisation, de leur propre formation, et donc c'est eux, je dirais, on les met en position non plus d'être là par la contrainte, on parlait de conformité, etc., mais de devenir des acteurs et de devoir avoir leurs propres réflexes, comme on a en sécurité routière, comme on peut avoir en secourisme, etc. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Pourquoi ? Différentes analyses, un petit peu retour d'expérience que j'ai à travers les activités de mon cabinet, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, la cible.
On peut avoir des cibles, je dirais, de secteurs d'activité, de culture de pays, de populations qui sont peut-être moins matures. Et nous, je vois typiquement sur la cyber-résilience, on a développé effectivement des escape games virtuels qui ont très bien marché dans la banque A et beaucoup moins bien marché dans la banque B. Laquelle banque B je dirais, a une culture, un système managérial différent, peut-être plus hiérarchique, enfin différent, c'est ni bien ni mal, et donc ça a moins bien fonctionné. Alors comment sait-on que ça a moins bien fonctionné? Non pas que les gens aient refusé de jouer, entre guillemets, même s'ils avaient beaucoup de questions, mais quand on a regardé un petit peu le taux d'apprentissage, et nous ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait un quiz à chaud, c'est-à-dire quand les gens, à la fin du jeu, et puis on fait un quiz à froid. Vous savez, comme un peu les exercices de crise, des briefings à chaud, des briefings à froid ou pour les crises, on a fait de la même façon. Et effectivement, ça a un petit peu moins bien fonctionné en termes d'apprentissage. Donc on est en train d'analyser tout ça et voir un petit peu comment on peut améliorer. Mais clairement, globalement, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Vous savez, c'est un petit peu comme apprendre des tables de multiplication par cœur. Il faut le faire. Formation classique, et puis ensuite profiter des vacances pour entraîner vos enfants à faire des tas de choses, je dirais, par le jeu, par l'expérience et autres. C'est exactement la même chose. Mais vous pensez que c'était lié à la culture d'entreprise, cette différence? Alors c'est une partie en fait, parce que alors on a co-créé avec eux, on le disait tout à l'heure, hein, c'est très important quand on fait de la sensibilisation de l'information de faire de la co-création. Donc nous on fait toujours la co-création avec nos clients, c'est-à-dire le contenu de ce qu'on va mettre, on le co-crée avec eux, c'est-à-dire on prend des utilisateurs pilotes et on développe pour eux. Et dès la phase de co-création, de co-conception, on a vu des réflexes, on a vu des questions, on a vu des attitudes qui nous ont mis un petit peu. Bien sûr, on a partagé ça avec mais par exemple, sur le droit à l'erreur, des choses comme ça? Par exemple, typique, c'est un très bon exemple. Le droit à l'erreur, on sentait que c'était une culture où c'était pas permis. De même que le fait de cliquer et de pas le dire. Vous savez, il y a des boîtes, encore une fois, l'erreur humaine, elle existe, et heureusement, on est des êtres humains. Il y a des boîtes, on clique, on le dit, on le signale, on appelle l'IT, on dit « Oups, j'ai peut-être fait pas un truc ». Il y a des boîtes, on s'interdit de le faire, parce qu'il y a une culture qui fait qu'on ne peut pas le faire, ou on n'est pas engagé à le faire. Et c'est pour ça que, du coup, votre témoignage, Julien, il est d'autant plus important, puisque les grandes organisations qui communiquent aussi ouvertement et qui partagent surtout leur retour d'expérience de l'intérieur, il est d'autant plus important. On va en parler davantage après. Est-ce que, Catherine, par rapport à ça, vous qui avez pas mal de bagages en termes de sensibilisation au Crédit Agricole, vous vous retrouvez dans le témoignage de Marie-Odile sur la sensibilisation dans le cadre des secteurs bancaires, particulièrement celui du Crédit Agricole? Oui, absolument. De toute façon, je le disais tout à l'heure en introduction, de toute façon, l'enjeu, l'entreprise et ses cultures sont à prendre en compte. Après, effectivement, si on parle toujours, quand on parle beaucoup de phishing, quand on parle de sensibilisation, bien évidemment, il y a beaucoup d'autres supports. De toute façon, les collaborateurs, les gens, on est tous réceptifs à des choses différentes. Il y en a pour qui ça va être auditif, d'autres qui vont être plus sensibles au visuel, etc. Donc de toute façon, quand on fait de la sensibilisation, quel que soit le message que l'on va véhiculer, il ne faut surtout pas hésiter à multiplier les supports, que ce soit des affiches, des jeux, des mises en situation. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'explication, le why, pourquoi on fait ça. La mise en situation, ça marche très bien. Pour sensibiliser au phishing, on a effectivement mis en place, où là on disait pas aux gens, surtout ne cliquez pas, mais on disait, voilà, si tu veux ficher quelqu'un, comment tu ferais? Et donc là on leur donne les clés finalement utilisées par les attaquants pour pouvoir ficher, et ainsi dans cette mise en situation ils prennent vraiment en compte la façon de faire, donc ils comprennent mieux, et du coup le pari est réussi, la sensibilisation est plus efficace. Donc le phishing, on va dire, c'est la première méthode quand on essaye de sensibiliser techniquement
les collaborateurs aux enjeux, comment dire, aux menaces sur lesquelles ils sont susceptibles d'être exposés. Marie-Odile, vous avez parlé tout à l'heure du panorama de la... Pardon, pas du panorama, je confonds avec le panneau crime, rien à voir. Le guide de sensibilisation des collaborateurs à la cybersécurité, donc qui a été publié par le CLUSIF en 2023. Il y a d'autres méthodes de sensibilisation qu'on peut utiliser au niveau technique, justement, pour essayer de mettre en place des méthodes plus concrètes pour former nos collaborateurs? Alors, je ne sais pas s'il faut parler de méthode technique ou pas. Je pense que tout est bon. Hein. Catherine vient de citer un certain nombre de méthodes. Encore une fois, il faut l'adapter à l'environnement. Moi, je vois, j'ai beaucoup de clients dans l'industrie. Il y a des espaces de pause avec dans l'usine, des machines à café, il y a des écrans à côté, afficher des messages sur les écrans. À l'entrée de l'usine, vous savez, il y a toujours la fiche sécurité, mettez votre casque, vos chaussures de protection. Faire rajouter, ne mettez pas une clé USB dans l'automate, par exemple. C'est des choses vraiment qu'il faut adapter au contexte. Et c'est pas la peine souvent d'aller chercher des choses compliquées. Je pense qu'il faut beaucoup plus être dans la répétition et dans la variété des messages que dans la complexité, avec des fois des budgets faramineux. Et je dis ça alors que j'ai une boîte de conseils, donc je pourrais dire allez-y, on va facturer un maximum. C'est pas du tout mon angle d'attaque. Moi, je crois vraiment aux vertus de la sensibiliser et la formation par la répétition et la richesse des formats et des moyens, et puis leur adaptation, encore une fois, au contexte, à l'environnement, pour vraiment toucher la cible. Ce que je dis, c'est très basique, hein, parce que n'importe qui fait de la formation, de la sensibilisation, vous direz la même chose. Donc ça pas comme diraient les jeunes, c'est pas la peine, ça coûte une blinde. Ça peut aussi fonctionner. Alors, effectivement, au niveau de ce qui peut être mis en place, finalement, il y a pas mal de choses. En fonction des différents budgets qu'on peut avoir, c'est quand même assez vaste. Encore une fois, ce qu'on met en place pour la sensibilisation, ça doit rester adapté au contexte de l'entreprise. À la fois, même, c'est des réflexes qu'on va retrouver, qu'on encourage à maintenir au niveau personnel. D'un autre côté, quand on voit l'ampleur du chantier à mettre en place, on insiste sur le fait que ça doit être adapté, que ça doit être répété, que ça doit être maintenu. Est-ce que finalement, c'est pas une source Est-ce que ça vous fait peur, Boris, ce genre de programme? Alors, je pense qu'il ne faut pas que ça fasse peur, mais quand on discute avec mes confrères qui ont une expertise comptable, c'est beaucoup de petites entités. Ça va être un expert comptable avec 5-6 collaborateurs, et quand on lui dit il faut sensibiliser sur la cybersécurité, ça peut l'inquiéter. Alors, je pense que ça ne doit pas, mais on est peut-être trop avancé dans le sujet et du coup plus à l'aise par rapport à eux. Ça permet quand même de démontrer quels sont les intérêts de tous les mécanismes qu'on met en place. Donc dans les grandes structures, le rôle du RSSI, ça va permettre vraiment de pouvoir comprendre, de pouvoir faire grandir aussi les personnes, de se baser sur la confiance, de dire on vous sensibilise et derrière on vous fait confiance, parce que vous faites partie en fait de toute la chaîne de protection de l'entreprise. Et donc quand on est finalement à l'aise sur ce sujet, on n'est pas forcément inquiet et on le déroule et on a des outils par rapport à ça. Quand on va se retrouver donc soit expert comptable, ou nous on travaille essentiellement avec des TPE, des PME, donc des structures qui soit des entrepreneurs qui sont tout seuls, ou soit quelques-uns qui ont quelques dizaines de salariés. C'est déjà pas un sujet, c'est déjà pas le premier sujet. On fait de la diffusion d'informations au niveau de l'ordre depuis plusieurs années. Jusqu'à présent, on avait des taux de lecture, des taux de téléchargement de nos outils qui étaient très faibles. Quand on faisait un webinaire, on arrivait à mettre 30 à 50 personnes. Le dernier webinaire qu'on a fait, on a eu un peu plus de 600 participants. Parce que au mois de décembre, on a un hébergeur de la profession qui a eu une cyberattaque et qui a 1200 cabinets qui sont retrouvés à l'arrêt total pendant un peu plus d'un mois. Donc pas de déclaration de TVA, des doutes sur le fait de faire les fiches de paye des salariés, des clients à fin décembre. Donc voilà, donc ça a été un électrochoc dans la profession qui fait qu'on a beaucoup plus d'écoute sur les sujets de sensibilisation. Pour autant, quand j'en discute avec mes confrères, ils me disent tu sais, moi je suis tout seul, ou avec les clients, je ne sais pas par où le prendre. Est-ce que je vais suffisamment savoir dire est-ce que je vais pouvoir faire le tour du sujet? Est-ce que je vais pouvoir dire des choses? Donc il faut vraiment aussi, c'est ce qu'on essaie de faire, rassurer
les experts comptables, leur dire finalement il y a possibilité de commencer, et vraiment de commencer, de ne pas avoir peur par rapport à ça, et d'avancer. Mais au départ, je pense que pour certaines catégories d'entreprises, ça peut être inquiétant, ouais. Encore une fois, culturellement, on parle beaucoup de comment dire, des enjeux de cyber, et parfois, nous, on est vu comme, alors, le RSSI et la filière de manière générale, excusez-moi le terme, on est vu comme les emmerdeurs au sein du business, c'est-à-dire qu'on est les gens qui vont apporter un certain nombre au mieux des précaux, des recommandations, ou dans le pire des cas, qui vont carrément bloquer le business justement pour des contraintes de sécurité. On est vu comme les personnes qui vont ralentir le business, alors que bon, bah finalement c'est pas si grave, ou de toute façon pourquoi les pirates ils s'intéresseraient à nous. C'est quelque chose qui est, comment dire, qui vous chagrine un petit peu? Alors oui, je pense que c'est vraiment une contrainte qui peut être vécue en plus, et puis, on aime bien aussi passer au-delà des contraintes. Quand on nous dit de passer là, on va passer à côté. Donc voilà, c'est très français, ça. Voilà, c'est très français. Il y a aussi ce jeu-là. Donc, on s'est vécu comme une contrainte, et de sensibiliser. On se dit, ben finalement, voilà, je vais remettre une couche d'information en plus, je vais remettre une contrainte en plus, et c'est ça qui peut inquiéter ceux qui veulent sensibiliser. Alors que c'est tout l'inverse, en fait. Ça permet au contraire de dire, ben, finalement, l'activité tu voulais la faire, tu vas la faire, mais dans un cadre plus sécurisé. Il y aura pas de risque. La gestion de tes mots de passe, on va t'expliquer comment ça fonctionne, et tu en tireras aussi des bénéfices à titre privé, parce que si tu fais pas pirater le compte bancaire de la boîte, bah, tu te feras pas pirater le tien. Donc ça peut servir aussi. Donc voilà, il y a vraiment ce côté casser l'image de la contrainte, alors que c'est juste un cadre sécurisé, comme il y a tout autour d'eux, en fait. Si je peux me permettre, effectivement, il y a beaucoup d'opposition souvent dans les entreprises entre cybersécurité et innovation. Encore une petite histoire que je partage avec vous. Donc, chez un client de l'industrie, une belle boîte, plusieurs milliards de chiffre d'affaires, leader mondial de son activité, et qui, il y a quelques années, m'appelle en me disant ben voilà, la R&D, il faut qu'on pousse plus loin, on se pose la question de nos données, qu'est-ce qu'on peut faire et autres. Problème de souveraineté, parce que leurs concurrents étaient chinois et américains. Et donc, on fait une première reco de dire, bah, effectivement, sur une partie de vos données, il faut peut-être rester sur des infrastructures plus en Europe, etc. Et il nous rappelle 18 mois après en nous disant ça va pas, les gens de la R&D et même les gens de certaines usines nous disent que vous allez nous empêcher de rester les leaders mondiaux de notre activité. Donc vous voyez, nous, SSI, Cyber, nos recos vont les empêcher de rester dans leur position de leader mondial. Et c'est quoi les solutions? Donc là, effectivement, il y a de la sensibilisation, de la protection, etc. Il a fallu qu'on refasse effectivement un dossier de dire, bon, il y a peut-être une solution un petit peu différente avec du chiffrement, sensibilisation, ciblage de population, comme vous le disiez en amont. Donc vraiment, dans les COMEX, parce que c'est des sujets qu'on discute en COMEX et en CODIR, il y a vraiment souvent cette opposition entre innovation, R&D et RSSI. Et c'est vraiment, je crois, dans notre rôle d'expliquer, de trouver des solutions. Alors elles sont particulières à chacune et autre, pour de dire non, attendez, c'est un moyen d'eux. C'est vrai qu'on vit en Europe avec beaucoup de réglementations sur la cyber, DORA, NIS2, LPM, etc., etc. Quand on a la chance de travailler dans d'autres parties du monde, on est quand même moins contraint là-dessus. Et donc je crois que dans notre rôle, dans nos métiers, c'est important aussi d'expliquer que la cyber-résilience, ça apporte de la valeur au métier, et la sensibilisation en font partie, plutôt que d'apporter des blocages et de la perte d'activité, de la perte de CA, de compétitivité. Je voudrais aller vraiment dans ce sens-là. Moi, je suis souvent dans le rôle de celui qui dit bah, ça brille de l'innovation, parce qu'on arrive toujours avec des demandes de clients qui veulent des choses innovantes, qui veulent de la data vis sur leurs données, qui veulent beaucoup de solutions qui sont proposées par des services en mode SaaS, par des trucs sur le cloud, tout ça. Et je veux vraiment, pour en revenir à l'explication, en tout cas pour ce qui me concerne et pour mes collègues utilisateurs, la seule chose qui nous convainc, c'est quand on a une justification technique sur le risque réel. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de pire que de dire c'est interdit, puis tout d'un coup ça devient autorisé sans avoir
rien n'a changé, sauf qu'on a changé d'avis. Non, il y a une raison, il y a un niveau d'acceptabilité du risque ou pas. Et ensuite, comme vous le dites, quelle autre solution, peut-être pas exactement ce à quoi on avait pensé, mais quel pas de côté permet de trouver quelque chose qui, certes, n'est pas exactement le système qu'on avait vu qui avait l'air génial, mais répond quand même à notre besoin. Parce que c'est vrai que le risque zéro le plus simple, c'est ne connectez rien à Internet, vous n'aurez aucun problème. Mais on ne va pas aller très loin. Et donc, du coup, c'est comment on fait pour trouver effectivement quelque chose qui ne freine pas l'innovation. Et je pense qu'aujourd'hui, les différentes normes, les différentes réglementations au niveau européen vont quand même dans cette idée-là d'avoir, surtout sur une concurrence mondiale avec les États-Unis et avec la Chine, d'avoir des outils qui soient, et des réglementations et des façons de faire qui soient quand même, nous permettent quand même de trouver des solutions rationnelles, raisonnables. Rationnel, raisonnable, ou alors tout mettre dans le cloud finalement, parce que le cloud c'est plus sécurisé. Non, je plaisante. Hein. Pour ceux Ça dépend, un cloud souverain, mais on voit bien, c'est quand même compliqué d'expliquer à des collaborateurs, non, on ne va pas aller utiliser du tout AWS ou je ne sais qui, parce que ceci, parce que cela, parce que Patriot Act, parce qu'il y a la question de l'hébergement des données, mais aussi la question de l'actionnariat derrière. Dans certains cas, pour qui aurait le droit, même si les données sont hébergées en Europe, d'avoir par le Patriot Act le droit d'accéder aux données. Donc ça, c'est un sujet. C'est dur de dire ça quand on voit que le gouvernement, par certains côtés, décide d'aller héberger, enfin il y a tout un débat en ce moment sur ce qu'on héberge, ce qu'on n'héberge pas, Office 365 et ainsi de suite. Donc il faut être cohérent aussi avec les décisions nationales, politiques, et puis avec le cadre européen. On parlait du Health Data Hub, c'est ce à quoi vous faites référence dans le cadre du secteur médical, effectivement. Mais du coup, alors... Pardon, mais pour en revenir là-dessus, à l'inverse, moi, j'étais toujours frappé, j'avais travaillé à un moment au ministère de la Santé sur la mise en place du dossier médical partagé, personnalisé, tout ce qu'on veut. Il y a eu des débats pendant plus de 20 ans sur la sécurité, le masquage, le pas masquage, qui faisait quoi. Je crois que maintenant ça a émergé, mais ça a mis plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans, avec beaucoup d'argent mis dessus. Et à côté de ça, que faisait tout un chacun? C'est utiliser sa boîte Gmail pour s'envoyer sa dernière radio pour pouvoir la montrer au médecin. Donc au final, on passe d'un système qui était très sécurisé mais qui ne sortait pas à de la débrouille totalement anarchique. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même des solutions pragmatiques, y compris au niveau d'un pays. Alors au niveau d'un pays, puis suivre le rythme des évolutions technologiques, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'effectivement la cyber peut être un frein dans la mesure où elle arrive en général après les évolutions technologiques et qu'on doit rattraper peut-être un retard vis-à-vis des nouvelles technologies, ou des normes qui sortent justement pour régir un cadre spécifique, des données, un type de données spécifique ou une technologie spécifique. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de documents, de travaux. Il y a le CLUSIF qui a mis en place déjà ses guides. Il y a aussi il y a une afterspec qui a été mise en place sur la cyber-résilience, qui est un document prénormatif pour dire un peu comment travailler sur ces enjeux de sensibilisation, d'accompagnement, puis comment se remet d'une cyberattaque. Et puis il y a tout le cadre normatif et réglementaire européen, le Cyber Act, le Cyber Resilience Act, l'IA Act, il y en a tellement que, voilà, mais en tout cas, il y a peut-être pléthore de documents, pléthore de règles, mais elles ont quand même un sens et une logique qui est assez forte, qui est quand même, à chaque fois aussi, on en a parlé indirectement, de bien prendre en compte toutes les parties prenantes. Et ça, pour la sensibilisation, c'est important aussi. Les salariés, enfin, en tout cas, côté AFNOR, on considère au sens large. On a nos sous-traitants rang 1, par exemple, en tout cas, par exemple, nos auditeurs, qui sont pour beaucoup des prestataires, bien sûr, on les incorpore dans toute cette politique de sécurité, puisqu'ils vont avoir accès aux données clients, ils vont avoir accès à nos outils, et on a vraiment une prise en compte des parties prenantes au sens large, nos clients, nos prestataires, nos fournisseurs, voilà. Je me tourne vers vous, Marie-Odile, avec tout ce qu'on vient de dire, donc l'évolution des différentes normes, l'évolution des technologies, le fait que la cybersécurité, ça doit être embarqué, ça doit être une action de convergence des métiers, de l'IT, de la prod, pour justement aller vers ces enjeux de cyber-résilience, y compris adaptés au business. Ça doit coûter un bras aux entreprises de mettre ça en place et de le maintenir. Vous dites un bras, moi j'ai dit une blinde. Alors, je vais profiter qu'il y ait des femmes dans l'Assemblée, ce qui me réjouit, c'est dans le monde de la cyber, on n'est pas toujours très nombreuses. Moi, on est en 2024, je crois, il y a un truc qui me frappe, c'est qu'il y a une journée consacrée à la moitié de l'humanité qui sont des femmes. Par contre, on a un mois de la cyber.
Donc, bon, après, il faudra réfléchir à tout ça, mais c'est pas le quart d'heure philosophique, c'est pas l'objet de cette table ronde. Mais pour revenir à votre propos, Rewan, et à votre question, oui, on peut dépenser beaucoup d'argent à faire de la sensibilisation et de la formation, et quand on est dans une grande entreprise, il y a beaucoup de collaborateurs, il y a beaucoup de parties prenantes, donc oui, ça coûte de l'argent. Après, je pense qu'on a une chance extraordinaire en France, et c'est un peu grâce à ce mois de la cyber, c'est qu'on a des organismes, et je pense à l'ANSSI, je pense à CIMA, je pense à Cybermalveillance et autres, qui chaque année, au mois d'octobre, avec le mois de la cyber, mettent à disposition gratuitement du matériel qu'on peut utiliser. Il n'y a pas de propriété intellectuelle, etc. Ça veut dire que même si on est une petite organisation, comme Boris nous l'expliquait, je suis une petite mairie, je suis une petite boîte comme moi et autres, je peux facilement trouver du matériel, des affiches que je vais coller dans les couloirs, des slogans, des BD, des petits films, des petites vidéos. Donc, oui, ça peut coûter de l'argent, faire de la sensibilisation quand on est un grand groupe, beaucoup de pays, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de formats, beaucoup de langues. Moi, je vois le problème de la traduction hein, quand on est une boîte ou sur une centaine de pays, parce qu'avec la langue maternelle, ça marche mieux qu'en anglais. Oui, ça coûte de l'argent. Mais attention, ça ne doit pas être l'argument pour ne pas faire. Encore une fois, on a ce matériel de disponible, utilisons-le. Moi, je vais vous dire, je suis allée récemment faire une analyse de risque dans un diocèse. Vous voyez, on a des clients, on a aussi bien des grandes banques, des Parler de diocèses. prêcher pour sa paroisse. Voilà, eh ben, tout à fait, Julien. Donc, on est allé dans un diocèse qui nous a interpellés sur le problème du risque cyber, parce qu'ils hébergent des données qui sont quand même assez confidentielles. Et donc, fuite de données, ça pourrait être grave aujourd'hui. Et ils nous ont posé la question, on a fait notre analyse de risque, ils nous posaient la question, mais ok, merci, comment on peut progresser? Donc, au-delà de protéger le serveur, faire des backups protégés dans un coffre, etc., on a parlé de la sensibilisation, à la fois des salariés, mais aussi des bénévoles. Hein. On est dans un système diocèse, donc avec beaucoup de bénévoles. Et je leur ai montré tout ce qui était à leur disposition sur les sites que je vous ai donnés. Ils ne le connaissaient pas et ils disent « mais c'est super, c'est une mine et on va coller des affiches à droite, à gauche, etc. Et déjà, on va faire un premier pas. » Donc, vous voyez, sans beaucoup de moyens attribués à cette activité, déjà, des pistes comme ça qui permettent au moins d'avoir un vernis. J'ajouterais juste une chose, c'est que ce qui est mis à la disposition de tous par l'ANSSI est de très bonne qualité, de très bonne facture, et même si on a des moyens, enfin, au Crédit Agricole, on en a plus qu'une petite PME, on utilise ce matériel parce qu'il est très bien fait. Voilà, donc surtout n'hésitez pas. Justement, ouais, tu vois, on le rediffuse en fait au niveau de l'ordre. Toute cette partie-là, on a aussi un peu de contenu qu'on a créé. Et aujourd'hui, non, je pense qu'on peut faire à coût zéro ou quasiment nul. Alors, un peu d'investissement en temps, c'est toujours de l'investissement en temps du chef d'entreprise. Donc voilà, ça peut être du temps qu'on facture pas, mais c'est aussi du temps qu'on peut économiser par ailleurs. Donc il n'y a pas besoin d'un budget important. On le fait sur l'ordre où c'est 120 salariés, on a un budget un peu plus conséquent. Et pour les cabinets, si on est TPE, ça peut se faire à coût nul en fait. Ouais. Donc on va sur le sujet de la culture, comme quoi le risque doit être pris à la base du management pour être diffusé. Est-ce que selon vous, tous ces contenus qui sont disponibles, on a parlé justement du guide Duclisif, il y en a plein d'autres, il y a l'ENISA qui met le kit AR in a Box, il y a Cybermalveillance, il y a les guides de l'ANSSI qui sont disponibles pas seulement pour la sensibilisation, on le rappelle, mais pour les guides de préparation justement aux communications de crise, si jamais je vous le souhaite pas, mais ça arrive, il y a les guides justement de renforcement je sais pas, des Active Directory, ce genre de choses. Ils mettent vraiment, je vous rejoins Catherine sur le fait qu'ils sont d'extrêmement bonne qualité. Selon vous, c'est un problème de communication, de diffusion de ce contenu, ou c'est plus profond que ça? Non, je pense qu'il y a un problème de diffusion. On a travaillé avec Cybermalveillance sur la cible des TPE, puisqu'aujourd'hui, finalement, les TPE, les PME n'ont pas forcément un RSSI, c'est pas un sujet que le chef d'entreprise a saisi, et dans les TPE-PME, on va mettre les experts comptables qui sont aussi des TPE-PME, et finalement, c'est pas le sujet majeur, c'est pas un sujet prioritaire. Du coup, ils sont pas sensibles, ils vont pas chercher le contenu, il faut vraiment leur apporter, leur pousser et leur faire prendre conscience de ça. Donc c'est vraiment une question de priorisation de sujets et de se dire, ce qui avait été dit un petit peu tout à l'heure aussi, c'est ça me concerne pas, je suis pas une cible, c'est pas pour moi. Alors non, je suis peut-être pas une cible, mais à un moment donné, je peux peut-être devenir une opportunité. Donc il faut
prémunir par rapport à ça. C'est vraiment de faire comprendre qu'à un moment donné, au-delà de ce côté de cible, c'est vraiment le message qu'on a voulu faire passer au Cyberpunk, c'est de dire il y a les données des entreprises, donc c'est quand même un peu un contenu intéressant. Et au-delà, il y a aussi, si vous n'êtes pas une cible, évitez de vous transformer en opportunité. À travers, du coup, la sensibilisation. À travers la sensibilisation et la diffusion du contenu. Voilà. Mais c'est vraiment le manque d'intérêt, je pense, qui fait qu'ils ne sont pas allés sur le contenu. Donc, on crée ce contenu au mieux possible, on met à disposition les ressources. Encore une fois, les ressources en termes de temps, en termes de personnes, pas nécessairement, financières. Une fois qu'on a mis tout ça, se pose la question du contrôle. C'est-à-dire que quand on met en place des programmes, à la fois pour nous s'assurer que le programme fonctionne, que le matériel est correctement disséminé au sein de l'organisation et qu'il a une vraie valeur, et aussi pour informer le management, on essaie de mettre en place des KPI, donc des métriques qui permettent de relever la qualité du programme ou éventuellement les zones d'amélioration. Est-ce que, de votre côté, Julien, vous en avez quelques-unes pour justement savoir si un programme est efficace? Alors, on en a discuté pas mal hier entre nous. Tout d'abord, on s'était dit, effectivement, on est d'abord aussi dans du vécu, dans de l'humain. Donc, c'est vraiment une conduite du changement. Donc, avant même les KPI, c'est de se dire vraiment, vous l'avez dit, la répétition, c'est vraiment l'intégration petit à petit. Après, les KPI, ils peuvent de deux ordres. Les KPI en termes de moyens et en termes de résultats. Sur le terme de moyens, c'est-à-dire combien de sessions de formation, combien de budget on a consacré, tout ça, je voudrais juste souligner que ce soit vis-à-vis des assurances, quand vous avez eu une attaque, ou que ce soit vis-à-vis aussi de votre capacité à être certifié, par exemple, en ISO 27001, il faut être capable de montrer que vous avez mis les moyens nécessaires pour assurer cette responsabilité-là. Quand on voit le nombre de cyberattaques, on se doute bien que ça arrive, les choses arrivent, même si on a mis tout, on a fait tout ce qu'il fallait, et puis pas de bol, ça arrive. Par contre, si ça vous arrive et que vous n'êtes pas en mesure de montrer que vous aviez d'une quelconque façon tenté que vous avez laissé les portes ouvertes, ça c'est comme une assurance, hein. Si vous laissez les clés de voiture sur votre voiture et la porte ouverte, vous ne serez pas vraiment assuré quand même. Et là, nous, on l'a vécu de près, c'était important pour nous et pour l'assurance, d'être capable de démontrer qu'on avait mis en place des moyens de sensibilisation, de formation. Et dans le cadre, par exemple, de la 27001, il y a une exigence de moyens de formation. Et je le vois, nous, aujourd'hui, quand on travaille avec un prestataire informatique, la première chose qu'on lui demande, alors c'est pas toujours rédhibitoire, mais la première chose qu'on lui demande, c'est êtes-vous certifié 27001 et avez-vous mis en œuvre des moyens? Après, sur les KPI de résultats, alors on a évoqué, il y a différentes façons de faire, et notamment, pour citer la FNOR, ce qu'on a mis en place, c'est dans le cadre de l'intéressement de l'ensemble des collaborateurs, on a mis en place 2 indicateurs, un sur des campagnes de phishing régulières qui visent, par exemple, au bon moment, un mail envoyé soi-disant de la part d'un DRH pour dire écoutez, bravo, vous avez votre intéressement, cliquez ici pour la répartition de l'intéressement, avec quelques petits signes qu'en fait c'était un phishing, mais ils sont quand même très subtils, hein, ils vont vraiment très loin maintenant. Ou pareil sur c'est les jeux bientôt, donc il faut demander votre QR code puisqu'on est à Saint-Denis, cliquez là pour le QR code, voilà. Donc on a ces campagnes de phishing régulières avec les taux de clics sur le phishing. Et pareil, on a un autre indicateur de l'intéressement qui est le taux de craquage des mots de passe. Je vous le disais, on a eu une règle, on a essayé de faire un arbitrage assez raisonnable entre la force du mot de passe, la capacité de changement et autres, mais on a un indicateur de craquage de mots de passe dans un délai raisonnable. Et régulièrement, il y a ces tests qui sont faits. Et l'objectif, c'est qu'en fin d'année, c'est d'arriver à un certain indicateur moyen sur l'année, et l'impact, il n'est pas nul, il est vraiment sensible sur l'intéressement, et je pense que ça c'est à la fois un KPI, et puis c'est aussi une façon aussi en tout cas, c'est le choix qu'on a fait, ça fonctionne pas mal pour sensibiliser les collaborateurs. Dernier point, on en avait parlé, c'était aussi le lien avec la pratique personnelle, on le voit bien, il y a des signes qui ne trompent pas, si déjà vous passez dans les étages, que vous voyez des ordinateurs pas bloqués, parce que les gens sont juste aller aux toilettes ou juste aller à la machine à café, là c'est un KPI direct.
Avec bienveillance d'ailleurs, hein, pour le croissantage dans le métier, on rappelle que voilà, si c'est fait avec bienveillance, ça passe, mais c'est quand même pas quand hyper, voilà, c'est répressible, on va dire. Quelque chose qui m'a interpellé justement quand on a eu les échanges d'hier, c'est donc vous parliez justement de la cyberattaque que vous avez subie en 2021. C'est des mesures qui ont été prises qui ont été mises en place à la suite de cette cyberattaque, si je me trompe pas. Au travers de ces différents facteurs de sensibilisation technique, on vient directement influencer le portefeuille finalement du collaborateur. Est-ce que c'est quelque chose qui a été, accepté par le collaborateur? Est-ce que vous pensez que c'est à travers justement cette cyberattaque qui a changé les esprits qu'ils étaient potentiellement porteurs de la démarche? Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des levées de boucliers contre ce genre de mesures? Parce que ça se fait pas sans... Alors, avec d'une part, sur l'intéressement, en général, l'intéressement, c'est quand même à la main de l'employeur de fixer les critères, même si c'est une négociation collective. Mais ça a été très, très bien perçu parce que tout le monde, on met quand même en avant au niveau de la FNOR des gages de confiance, des marques de confiance, des signes de qualité. On promeut la cybersécurité. On va avoir du mal à expliquer que c'est pas une bonne idée de se l'appliquer à nous-mêmes. Et puis, de toute façon, je vous l'ai dit, vraiment, il y a eu un avant et un après. Les collaborateurs aujourd'hui sont vraiment convaincus et ça se transmet même au nouveau. Enfin, on a vraiment, je pense, une sensibilité exacerbée à ces questions-là. Et effectivement, c'est pas un problème du tout d'accepter cela. Au contraire, je pense que ça ouvre les yeux à certains aussi de se rendre compte que oui, votre mot de passe, il a beau avoir 12 caractères, parce que vous avez mis toujours une majuscule sur la première lettre, parce que vous avez pris un prénom, même sans aller parler de votre prénom, mais vous avez pris un prénom, vous avez pris des chaînes de caractères logiques, bah forcément, il a été craqué en 5 minutes et ça, les gens ne s'en rendaient pas forcément compte. Donc, il y a une très bonne, je pense, une très bonne acceptation de la chose. Et on a l'exemple inverse. Vous parliez, justement, je pense que vous êtes le bon client pour cet avis-là. On parlait tout à l'heure du fait que dans le cadre de certaines normes, de certaines lois, on est obligé de sensibiliser les collaborateurs. On parlait de l'IS2 qui va être mis en place, qui impose de contrôler les mesures techniques mises en place par la sécurité. On parlait de l'ISO 27001 où il y a un programme de sensibilisation qui doit être mis en place. On a l'exemple complètement inverse, des gens qui sont effectivement conscients du risque et qui mettent des choses en place pas pour respecter la norme et pour faire du business, mais qui vont aller un peu plus loin et qui vont proposer du contenu qui augmente sensiblement l'appétence et l'attrait pour ces sujets de cybersécurité. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous embête profondément quand quelqu'un met en place des mesures, ne serait-ce que pour couvrir la norme, pour pouvoir être certifié, mais que finalement, les moyens déployés ne sont pas forcément déployés dans l'objectif de sensibiliser, mais plutôt juste de dire « Ok, on coche la case, on enchaîne ». Oui, de manière générale, sur tout ce qui est la certification chez nous, on passe notre temps à dire elle n'a pas de sens si c'est juste un tampon, elle doit être intégrée à la stratégie de l'entreprise. Après, il y a la BPI, par exemple, qui a mis en place tout un programme de sensibilisation des TPE-PME, un programme gratuit de sensibilisation des TPE-PME. Il y a je pense qu'aujourd'hui, quand même, sur ces sujets-là, bon, c'est compliqué pour certains, c'est peut-être un frein pour certains, mais je pense que j'espère qu'il y a plus grand monde qui en soit encore à se dire je coche juste la case et je le fais pour faire plaisir. Peut-être Catherine ou Marie-Odile, peut-être vous avez un... Oui, alors moi ce que j'aime aussi, on parle de KPI, ce sont des chiffres et des indicateurs, mais j'aime moi surtout, je trouve que c'est valorisant quand on a mis en place un plan de sensibilisation, de voir les comportements des collaborateurs qui ont évolué. Justement, on parle des croissants ou des chouquettes, et que la personne après est la première à dire vous m'aurez pas cette fois-ci, j'ai bien verrouillé ma session. Il faut expliquer tout à l'heure, on parle de croissant chouquette. Pourquoi on parle de croissant chouquette? Oui, effectivement, c'est en toute bienveillance pour justement amener les collaborateurs à bien verrouiller leur poste, parce que c'est fondamental quand ils se lèvent. C'est que le collègue d'à côté, si la personne se lève, et j'ai été là, je me suis fait avoir, mais c'était de bonne guerre, se lève, il y a le collègue qui arrive derrière, qui envoie un message au service en disant « t'as pas verrouillé ton poste, eh bien demain tu payes les croissants, les chouquettes ». Bon, on n'est pas tous devenus... la boulangerie d'à côté n'a pas forcément explosé son chiffre d'affaires, c'est que le message est très très bien passé. Ça se fait en toute bienveillance et le résultat est atteint dans la mesure où les comportements évoluent. C'est vraiment ça que l'on recherche. Et moi, ce que j'apprécie aussi, je terminerai par là, c'est des retours du terrain, c'est-à-dire des collaborateurs qui viennent nous voir en nous disant super la sensibilisation que vous avez mise en place, j'avais pas pensé à ça, le fait que si je mets des informations sur les réseaux sociaux, ça peut être utilisé
et je peux devenir une opportunité pour pour attaquer quelqu'un d'autre. Donc il y a une prise de conscience aussi, et pour moi, ce qui me concerne, c'est vraiment un très très bon indicateur, le retour du terrain, parce que c'est pour les collaborateurs et pour les gens qu'on fait ça. Mais ce qui me semble frappant également, et vous avez dû l'observer également, donc effectivement le chouquette croissant, qui marche plutôt bien quand on est dans l'environnement à son bureau et autres, et dès qu'on sort l'utilisateur de son environnement travail classique. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, déjà on l'a mis à la maison, donc c'est un environnement de travail différent, et il a fallu faire de la sensibilisation, de l'éducation complémentaire. Mais prenez le cas des transports ou des voyages, etc., la vitesse à laquelle certaines personnes perdent leur bon réflexe. Tout le monde prend le TGV Paris-Lille, Paris-Lyon, etc. On est frappé quand même du nombre de gens qui travaillent sans filtre. On parlait de l'expérience du train pour ceux qui ont la chance d'aller au FIC à Lille. Oui. C'est des gens qui travaillent dans la cybersécurité. Je vois des têtes se hocher, on les voit, les gens exposants qui n'ont pas nécessairement ne serait-ce que le réflexe du filtre du coup. Ouais. Et ça, ou les Wi-Fi, etc. Et donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en considération dans les contenus des programmes de sensibilisation aujourd'hui. C'est qu'au-delà du bureau, bien expliquer aux gens, que ce soit le domicile, l'hôtel, le TGV, l'aéroport, etc., les risques de travailler. Et c'est des choses très simples, hein. Un filtre, il est même aujourd'hui de plus en plus intégré sur le PC. Il suffit de cliquer sur F1 ou F2 suivant le poste de travail et vous vous protégez. Donc c'est pour ça, pour revenir à votre question tout à l'heure, est-ce que ça coûte cher? Non, il suffit juste d'expliquer aux gens qu'ils peuvent se protéger parce que dans le train, enfin un peu partout, il y a des gens qui sont friands d'informations et que c'est très facile de lorgner à gauche ou à droite pour capter de l'information. Et c'est pas un vecteur technique, encore une fois, il n'y a pas de compétence pas du tout, technique, c'est pas le pirate qui voilà. est décrié comme quelqu'un qui mange de la pizza froide dans sa chambre dans le Nord avec un Audi. Non, c'est juste quelqu'un qui est passé derrière et qui est un poil trop curieux sur l'écran. Absolument. Ouais. Et c'est des réflexes que, normalement, dans le cadre des programmes de sensibilisation, on insiste sur le fait que, encore une fois, c'est transmissible aux enfants, mais même au-delà de simplement les enfants, c'est quelque chose qu'on reproduit normalement à titre personnel dans la sphère privée. Et on parlait tout à l'heure, je me rappelle plus qui a cité l'exemple du piratage de la carte bancaire, je crois. Bon, on évite un transfert dans la boîte, oui, on évite un transfert à titre perso, encore plus du coup. Ben c'est comme je dirais le secourisme, hein. Quand on a la chance d'apprendre du secourisme au bureau ou à la maison, c'est des gestes qui peuvent servir, situation personnelle et pro. Catherine parlait de la sécurité routière. On a comme ça toute cette éducation autour de la sécurité, qu'elle soit informatique, routière ou santé, qui peuvent, c'est vrai, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment valoriser. On revient sur le why dont on parlait tout à l'heure. Il faut valoriser ça auprès des collaborateurs en disant, on va prendre un peu de temps, mais ça va vous servir aussi à titre perso. Et ça peut apparaître dans des chartes informatiques, par exemple, qui sont co-construites. Nous, on a essayé d'associer quand même, quand on rénove la charte, d'associer les collaborateurs. Là, on a une charte sur l'IA, par exemple, en ce moment, qu'on a développée. L'idée, c'est vraiment aussi de les associer pour qu'il y ait cette compréhension de l'enjeu. Une fois qu'on a construit, vous parlez de la charte très justement, Julien, on parlait depuis tout à l'heure de comment former le collaborateur, etc. Malheureusement, on se retrouve dans certains cas où, malgré le meilleur des programmes, malgré la communication, malgré toutes ces mesures d'embarquement qu'on fait pour le collaborateur, vient se poser la question de la répression. Donc de se dire que ce collaborateur-là, ou une certaine catégorie de personnes qu'on a identifiées, peu importe les mesures qu'on met en place, à un moment donné, il va falloir prendre des actions peut-être un peu plus concrètes pour eux, justement, leur faire prendre conscience de la menace. Est-ce que, par rapport à ça, vous avez, Boris, peut-être un avis particulier? Alors, je pense que la répression sur l'accident, sur le clic qu'on a fait parce qu'on était à un moment donné déconcentré, parce que c'était plutôt bien fait, parce qu'on est passé à travers, si on l'a pas vu. Non, parce que c'est important qu'on puisse, que chacun puisse le dire librement et que ça puisse être derrière analysé et peut-être traité au plus vite possible. Donc, la répression sur l'accident, non. Par contre, la répression sur quelqu'un qui ne fait pas l'effort sur le fait de dire non, ce sujet cyber, on n'y va pas, ou je ne veux pas qu'on mesure si j'ai bien compris, si j'ai juste, si on met en place un outil de sensibilisation, de micro-formation, de dire finalement personne ne retient. Là, je pense, oui, enfin moi personnellement, je pense qu'il faut le mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut, si on demande aux personnes de s'impliquer dans la sécurité, si on leur fait confiance pour qu'ils protègent aussi
Alors, au niveau de la sécurité, à un moment donné, on a des actions en place. Celui qui fait pas les actions, enfin, qui fait pas l'effort de s'informer, c'est pas se faire attraper au test, hein, c'est vraiment la personne qui fait pas la formation. Oui, je pense qu'il faut mettre en place des moyens de répression différents. De toute façon, si on met une contrainte et qu'on n'a pas de sanction derrière, il n'y a pas de contrainte en fait. Et si on met une contrainte, il faut à un moment donné se donner les moyens d'avoir une sanction. Donc une répression, ça ne veut pas dire qu'il faut licencier la personne qui ne va pas faire le niveau de formation, mais vraiment insister sur le fait que c'est quelque chose d'obligatoire. Pour la loi Sapin 2, en termes de corruption, on a une obligation pour tous les personnels sensibles, et chez nous c'est tout le monde quasiment, d'avoir au moins un module de formation qui est très court, mais c'est une obligation dans la trace. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait du coup demain avoir une obligation tracée de sensibilisation pour tous les personnels parce que nous, on l'a mis à disposition, mais après, certains ne vont pas la suivre, donc on trace, et s'ils ne la suivent pas, ça peut être un vrai problème. Oui, enfin, on l'a mis en place au sein du conseil d'administration de l'équipe des 120 permanents, avec des actions de formation, et on met en place un suivi, en fait. On met en place un suivi, donc on est au début, donc et l'objectif, il n'est pas d'aller sanctionner, mais ceux qui ne le feront pas, on ira les voir, enfin, moi j'irai les voir, pour leur dire, il faut le faire, enfin, c'est peut-être qu'il n'a pas compris le pourquoi. Dans ce cas-là, c'est peut-être qu'il n'a pas compris le pourquoi, et on revient sur le pourquoi, mais on ne peut pas laisser des mailles grandes ouvertes, en fait, si on met en place un plan de sensibilisation. Moi, je pense qu'il y a deux choses, effectivement. Il y a, on met en place des campagnes de sensibilisation, de formation. Il faut s'assurer que les collaborateurs suivent, et donc il faut tracer le fait que le collaborateur a bien participé à la session, etc. Et puis après, la deuxième chose, c'est mesurer. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de quiz à chaud et à froid pour savoir si les gens ont compris à la fois le why et le quoi. Et puis, si jamais il n'a pas le bon scoring, combien de fois on lui refait faire le quiz sous différents formats? Et est-ce qu'il faut aller au-delà? Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'étais jeune ingénieur. À l'époque, je bossais chez un acteur du numérique américain, leader à l'époque. On parlait pas trop de cyber à l'époque. Je suis un peu ancienne. Mais par contre, on avait déjà un poste de travail et qu'on mettait sur notre bureau. Et si jamais on ne l'attachait pas, il y avait des campagnes le soir par les personnes de la sécurité. Et je peux vous dire, le problème, c'est que le lendemain, si vous laissiez votre bureau, le lendemain, vous alliez le récupérer chez le président. Donc, c'était pas une sanction en tant que telle, parce que ça n'a pas mon salaire, je gardais mon job, mais je pense qu'aller une fois récupérer son PC chez le président, ça calme. Et généralement, vous oubliez pas les autres soirs de le mettre dans votre armoire, dans votre sac au dos, enfin des moyens qui sont mis à votre disposition. Donc je pense que ça reste, c'est pas du punitif au sens premier, mais ça reste une belle incitation. Et là aussi, je dirais qu'il faut se remettre dans la culture de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle on opère, et trouver un moyen. Moi, je suis toujours frappée quand on parle de sujets avec les gens qui sont dans l'industrie, c'est-à-dire qui sont au contact de l'usine, ou la safety, hein, c'est-à-dire de mettre son casque, etc. C'est ce qui évite d'avoir un pied en moins ou un coup sur la tête le soir. Eh ben, c'est ces gens-là qui nous poussent le plus à dire trouver des méthodes de rétorsion s'il y a des clés USB dans les automates, etc. Parce qu'ils ont été éduqués comme ça sur la partie safety, sûreté et autres. Mais on a l'exemple inverse, on en parlait encore une fois hier, on a les sociétés qui ont la culture du risque humain, la safety, mais qui pour autant le risque cyber, c'est pas comme c'est des actifs qui sont immatériels, c'est plus compliqué pour eux qui sont issus d'un monde un peu plus, du terrain, de comprendre qu'il y a des vrais impacts, que potentiellement la clé USB est branchée au mauvais endroit par le collaborateur qui veut juste regarder sa série qu'il a téléchargée, on ne sait sur quel site, potentiellement ça peut mettre un entrepôt à l'arrêt par exemple. Oui, une usine explosive, vous avez les capteurs qui ne fonctionnent plus, montée de température, vous faites exploser. Enfin, moi j'ai un client à qui c'est arrivé. Mais je pense que là, on est encore dans le why dont on parlait. Il faut expliquer aux gens le risque. Et une fois qu'ils ont perçu le risque, ils sont aussi brillants, intelligents et ouverts et en capacité de comprendre. Si on prend le temps d'expliquer, après ils disent « Ah ouais, c'est quand même un truc, je vais penser à mon casque, mes chaussures de protection, mais j'ai aussi pensé à pas mettre ma clé USB dans n'importe quel automate de l'usine. » Donc on revient sur l'adaptabilité du contenu en fonction de la personne, effectivement, qu'on va cibler. C'est pas parce qu'on met en place une mesure de répression que c'est tout de suite quelque chose, enfin on va pas le fouetter, mais
Rien que de venir en fait récupérer son ordinateur chez le président, c'est une mesure de répression. L'objectif, il est de dire, écoute, non, enfin, c'est quelque chose de vraiment important pour nous. Et aujourd'hui, dans les cabinets comptables, l'outil industriel, c'est l'informatique. Donc, on a besoin de gérer ça. Ouais. Je voulais juste réagir parce que je me dis, il y a quand même des messages qui passent, parce que moi, à chaque fois que j'entends le mot clé USB, j'ai un petit sourire dans ma tête parce que ça me semble tellement anachronique, j'ai pas vu de clé USB au bureau depuis tellement de temps, et on a tellement, enfin, nous, c'est strictement interdit une clé USB, enfin, alors je sais qu'il y a des endroits où ils mettent carrément, ils bouchent les ports, donc c'est pas le cas, mais j'en ai pas vu depuis tellement de temps, ça me semble vraiment tellement... Il y a même des messages qui passent. Ouais, il y a même des bandes de sanitisation des clés USB pour les désinfecter qui parfois sont mis en place dans certaines sociétés, ouais, effectivement. Pour la question de tout à l'heure, on parlait du fait de justement embarquer les gens, les former. Il faut que le contenu soit adapté aux gens conformes, hein, forcément, qui ne sont pas tous au même niveau de risque. Catherine, vous avez des avis par rapport à ça ? En fait, comme on l'a évoqué en introduction, la gestion des cibles, de là ou des cibles que l'on veut adresser au niveau du plan de sensibilisation, c'est vraiment un prérequis à la construction de ce plan. Il faut bien avoir à l'esprit que chaque personne a des préoccupations, a des besoins différents, et de fait, il faut qu'on adapte les messages pour maximiser les impacts de ces messages justement en fonction de la cible. Du coup, très concrètement, je voudrais donner quelques exemples pour illustrer la nécessité d'adapter aux cibles. Le premier, ça va être le périmètre opérationnel auquel va avoir accès le collaborateur. Bien évidemment, on ne va pas donner la même sensibilisation à un administrateur technique ou à un administrateur fonctionnel qui vont avoir des accès à des données, à des programmes qui sont très critiques. Bien évidemment, on va leur passer des messages différents. Ceux qui ont accès à des données, ou si on parlait de la réglementation du RGPD, bien évidemment, là aussi, on va adapter nos messages à cette population. Il y a aussi, je dirais, l'exposition à la cybermenace. Je pense au staff de direction au top management et à leur staff. Ils sont en première ligne. Ce sont des cibles, ils sont ciblés. Donc bien évidemment, là aussi, on va adapter nos messages à la cible qu'ils peuvent représenter. Je parlais tout à l'heure des personnes aussi qui mettent des informations sur les réseaux sociaux. Là aussi, les populations, je pense un peu aux jeunes qui, et là je parle un peu de la sphère privée parce que j'ai un garçon qui a 14 ans, donc qui va avoir tendance, je vais lui passer des messages différents sur ce qu'il peut mettre ou ne pas mettre sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi vrai pour dans la sphère professionnelle, faire attention à ce qu'on communique. Et puis, d'une façon générale, je vais terminer par cet exemple, les employés, on va leur parler de sécurité au travail, mais si on a face à nous une cible de parents, on va leur parler des dangers d'Internet qu'Internet peut représenter pour leurs parents. Donc pour moi, ça c'est vraiment un exemple qui témoigne bien et qui illustre bien finalement la nécessité d'adapter à sa cible ou à ses cibles ses messages et son plan de sensibilisation. Donc vraiment en fonction du besoin, en fonction du niveau d'accès, de l'exposition, on va dire, puisqu'il y a des rôles qui ont plus d'accès. Par exemple, on parlait du CFO, du directeur financier qui lui a le bouton pour appuyer pour les virements. Potentiellement les collaborateurs proches du CEO qui vont peut-être subir comme on l'a vu, les nouvelles technologies type IA, deepfake, etc., qui sont en capacité de produire du contenu plus vrai que nature parfois pour justement, professionnaliser, on va dire, les vecteurs, les méthodes d'attaque utilisées. Avec tout ce qu'on s'est dit là, du coup, Julien, est-ce que vous auriez quelques conseils à nous donner sur comment faire en sorte de rater au maximum sa campagne de sensibilisation ? Par contraposer, un cadre qui ne soit pas clair, des mesures qui soient disproportionnées par rapport au niveau de risque ou pas adaptées, et des salariés qui ne comprennent pas. Pour moi, le point essentiel, c'est qu'ils sont partie intégrante de la sécurité informatique, les enjeux de sécurité, ils ne sont pas le problème, ils sont la solution, et on ne peut pas avoir une vraie sécurité informatique, une vraie cybersécurité, sans
les salariés. Donc pour moi, voilà, comment rater? Ne pas impliquer les salariés, ne pas donner un cadre clair et avoir des mesures disproportionnées. On parlait tout à l'heure de la cyberattaque que vous avez subie au groupe AFNOR. Est-ce que c'est quelque chose qui a véritablement transcendé les enjeux de sensibilisation au sein de votre entreprise, ou est-ce que c'est quelque chose qui est resté au niveau de la direction, de l'IT et du département cybersécurité au sein du groupe? Enfin, comme je vous le disais, ça a vraiment, il y a eu un avant et un après. Enfin voilà, en deux mots, si je peux me permettre. En gros, je crois que c'était le 17 février 2021, tout d'un coup, on a perdu le droit d'accéder à tous nos outils. Plus d'ordinateur, plus de téléphone pro, plus de messagerie. Comme en plus à l'AFNOR, on a fait le choix d'être tout on-premise, aucun outil métier, plus de base client, plus de capacité à prévenir vos fournisseurs, vos éditeurs, plus de capacité à payer. Donc voilà, et donc là, on est vraiment revenu à l'âge de pierre. Et ça a vraiment changé notre rapport tout le monde est revenu en présentiel malgré le Covid. On a commencé à aller chercher des chéquiers papier pour pouvoir se dire on va faire la paye en chèque. On a appelé, moi j'ai appelé un fournisseur que je connaissais en me disant écoutez, je ne vais pas pouvoir vous payer avant je ne sais combien de temps, mais est-ce que vous pouvez me mettre en place un standard déporté parce que j'ai plus aucun moyen d'être joint. On a dû faire tout l'inverse de ce qu'on recommande par ailleurs, c'est-à-dire faire appel à les boucles WhatsApp des téléphones personnels des collaborateurs, puisqu'on n'a plus le droit d'utiliser leurs ordinateurs, faire des WhatsApp le soir à des horaires indus sur les ordinateurs, parce que les enfants avaient besoin des ordinateurs, et que souvent beaucoup de collaborateurs n'ont pas d'ordinateur personnel, donc il faut récupérer l'ordinateur des enfants. Voilà, donc il y a eu un avant-après, et réellement, je vous le disais, ça a réellement changé le rapport à la cybersécurité de la part des collaborateurs. Enfin, si je peux me permettre, je trouve que ce témoignage est hyper important parce que la sensibilisation et la communication de façon générale, ça se limite pas aux mots. Donc là aussi, finalement, pour ne pas rater, alors même si j'aime pas le mot rater, je dirais plutôt des erreurs à pas commettre. Une des erreurs à pas commettre quand on fait un plan de sensibilisation, c'est ne pas hésiter à parler de ses émotions, enfin de ce que l'on ressent, et de donner des témoignages qui vont donner sens aussi et permettre une compréhension mutuelle plus importante. Et je le disais tout à l'heure, enfin je crois que je l'ai déjà dit, mais on avait une vraie inquiétude humaine sur la personne. Enfin, on a identifié assez vite que c'était un phishing. Alors là, nous, on a pris des mesures en termes de réaction sur les boîtes mail génériques, puisqu'il y a une dilution de la responsabilité de la personne qui gère. Donc pour interdire les boîtes mail génériques, ce qui est une contrainte, maintenant on a le droit à des boîtes mail génériques uniquement par 2 ou 3 personnes maximum, avec un responsable identifié, des règles, tout ça. Mais on avait une vraie inquiétude sur la diffusion de l'information sur la personne qui avait cliqué, qui n'a pas été faite. Au final, personne ne sait. Il y a un nombre très restreint de personnes qui savent d'où vient le lien frauduleux, enfin le clic, parce qu'on s'inquiétait sur les conséquences humaines que ça pourrait avoir pour la personne. Et ça, c'est voilà. Et on se dit, et d'ailleurs, comme on ne savait pas, et que moi je suis assez, voilà, tous, y compris comme ex, on se dit tous, on avait tous une certaine inquiétude. Est-ce que c'est moi qui suis à l'origine on se dit, quand je vois ce qu'on a ressenti en se disant c'est peut-être moi, la personne qui sait que c'est elle, après, j'imagine comment elle peut le vivre. Donc on n'avait pas envie que ça se reproduise. Ça, je pense que je connais pas beaucoup d'entreprises qui souhaitent qu'elles reprennent une. Non, mais à titre personnel, vraiment, je vous assure, comme j'ai tendance à utiliser pas mal d'outils externes, je me suis dit, mince, est-ce que c'est en ayant cliqué sur tel truc, qu'est-ce que j'ai pu faire, est-ce que c'est moi? Voilà. C'est un gros traumatisme qui reste encore aujourd'hui au sein des collaborateurs qui étaient présents au moment de. Et des nouveaux. C'est marrant, il y a des expériences Stanford et autres, comment ça se transmet, vous savez, avec l'histoire le singe, machin, la banane, le danger, l'électrocution, voilà. Là, c'est pareil. Même les nouveaux qui n'ont pas connu la cyberattaque, quand même, ça s'est transmis. Et du coup, avec tout ce qu'on vient de se dire, donc au niveau de la création du programme, ça contraste un petit peu avec ce dont ce salon témoigne, par exemple, puisqu'on a tout un tas de partenaires qui nous proposent des solutions, parfois de dernière génération. On entend beaucoup parler de XDR, de SIEM avec des algorithmes IA pour détecter les menaces. On parle de Next Gen Firewall, etc. Est-ce que finalement, le fait que tous ces outils qui existent, qui sont parfois déployés dans nos systèmes d'information respectifs, le fait de sensibiliser les collaborateurs, c'est pas finalement un aveu d'échec de la part de la filière cyber qui se dit, de toute façon, malgré tout ce qu'on met en place, le collaborateur, on est à un clic d'un désastre pour la société. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Juste et après,
récemment, on est intervenu sur le lien entre IA et KYC, Know Your Customer, sur l'entrée en relation. Et aujourd'hui, on voit bien, en fait, c'est une course permanente, parce que l'IA renforce la capacité à tester si il y a des fraudes, si pour une banque par exemple, pour voir si c'est vraiment, pour détecter, vous savez maintenant très souvent on vous demande de faire face à la caméra, tourner la tête à droite à gauche, faire des mouvements, on vous pose des questions, il y a des points de contrôle sur la quantité qui sont croisés avec plein de bases de données, donc ça aide. Mais à l'inverse, en même temps, récemment il a été montré que assez facilement l'IA avait permis de duper justement des outils d'entrée en relation de banque, alors la voix tout de suite, mais même par le visage et même par les points de contrôle. Donc c'est une course permanente, donc je pense qu'on ne peut pas faire confiance que à la technique. Je ne pense pas que ce soit possible. Et puis, moi j'ajouterais que de toute façon c'est un ensemble, et l'humain, la personne, chacun d'entre nous, on fait partie de cette chaîne de cyber-résilience. Donc non, au même titre que la technique, on est vraiment, on a chacun notre rôle à jouer. Vous parlez de l'IA, effectivement, je citerai un de mes directeurs qui disait avant le phishing, on disait faites attention, faute d'orthographe, si c'est moche, etc. Il y a des chances que ce soit du phishing. Il dit maintenant, si c'est parfait et qu'il n'y a pas une seule faute d'orthographe, ça peut être du phishing. Donc on voit bien que finalement la menace reste, le message, on parle toujours de phishing, mais en revanche ça a bien évolué. Donc on est vraiment finalement sur une évolution de paradigme. Il y a la technique, mais effectivement il y a l'humain, parce qu'on est la première ligne de défense. Et effectivement, on voit dans des modèles d'évaluation de risque, je prendrais par exemple le NIST, le modèle NIST où il y a 6 grandes fonctions. Bien sûr, on parle de technique pour protéger, pour détecter, mais on parle aussi de training, on parle de awareness, on parle de gouvernance, on parle de la supply chain. Et vraiment, la cyber-résilience, c'est un ensemble de composants. Et heureusement qu'on a l'humain avec son bon sens, ses réflexes et autres, ses émotions. On parlait des émotions suite à une cyberattaque. Et pour moi, c'est vraiment la clé de voûte. On dit souvent que l'humain, c'est le problème. Là. Le problème, il est entre le clavier et la chaise. La couche 8, ouais. Je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que c'est plutôt une partie de la solution. Encore faut-il lui donner les outils, grâce à la sensibilisation, pour être la clé essentielle de la résilience. Et on le rappelle, puisque toutes ces mesures-là contribuent au fait de rappeler que le risque zéro, il n'existe pas, et que de toute façon, c'est quand est-ce que je vais subir un incident, et pas si je vais en subir un. Merci à tous pour votre présence et pour les réponses à ces questions dans le cadre de cette table ronde. On a le temps de prendre quelques questions, si vous le souhaitez. Est-ce que... Ouais, on en a une au fond, j'arrive tout de suite. Bonjour, j'avais une petite question. Madame Crénon a évoqué le fait, j'ai l'impression dans les campagnes de sensibilisation à la cyber que l'aspect physique est souvent éludé. Il suffit de se balader, je pense à la défense notamment. Là, je pense qu'il y a un bon tiers de la défense qui a son badge autour du cou. Les postes qui ne sont pas forcément attachés, comme on l'a dit, ou sinon dans tout ce qui est area de sécurité, tout ce qui est piggybacking, des gens qui badgent et qui laissent la porte à un collègue qui n'a pas forcément le droit d'être là. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être des progrès à faire sur ce point? Est-ce qu'on en fait déjà assez? Parce que ça peut être la base, entre guillemets, ça peut être de la politesse. On tient la porte, il n'y a pas de problème. Mais en fait, la personne n'a pas le droit d'être là, elle peut mettre, c'est de l'intrusion physique. Donc sur tout ce qui est phishing, IA, etc., c'est très à la mode. Donc en effet, on entend beaucoup parler. Mais sur l'aspect physique, peut-être un peu moins. Est-ce que vous avez un avis ou un angle de réflexion là-dessus? Merci. J'appelle ça back to basic, moi. Effectivement, on parlait de gestes essentiels tout à l'heure, même pour sensibiliser. Et je vais partager une anecdote avec vous. On faisait une analyse de risque cyber pour un client industriel un peu partout, qui a des usines un peu partout dans le monde. Et OFF, c'est le DAF de l'entreprise qui, avant que je parte en mission, dit « Marie-Odile, je voudrais vous demander quelque chose de supplémentaire. Quand vous allez faire la tournée des sites, est-ce que vous pouvez me dire la facilité à entrer dans les usines ?» Et donc j'ai joué le jeu, donc j'ai pas fini en prison, s'il y a des pays, il faut faire gaffe. Et j'ai joué le jeu, à chaque fois, on passait 2-3 jours dans chaque usine. Donc le premier jour, good guy, je me présentais au poste avec mes pièces d'identité, etc. Et le deuxième jour, j'essayais de rentrer différemment. Encore une fois, grand respect, donc j'étais prudente.
Mais je peux vous dire que 2 fois sur 3, je suis rentrée sans avoir besoin. Une fois en Italie, j'ai pris ma voiture, je me suis présentée à la barrière, j'avais pas le badge du jour, j'ai dit au gars derrière, il me dit ouais, vous inquiétez pas, il m'a prêté son badge pour rentrer dans l'usine, etc., etc. Une fois, je suis passée par le poste de garde, je dis mais je viens rejoindre mon client qui est déjà dans l'usine. Et la fille m'a dit mais allez-y madame, non, etc. Donc oui, vous avez raison. Donc back to basic, effectivement, les gestes essentiels. Vous savez, on parlait des guides de l'ANSSI, des guides d'hygiène. Ben, ça commence tout à fait par là, vous avez raison de le souligner. Oui, exactement. À titre professionnel, c'est même ce qui est mis en place dans les tests, les exercices de red teaming qui sont beaucoup plus avancés, encore une fois, qui nécessitent beaucoup plus de moyens et qui durent beaucoup plus longtemps. Mais dans ce cas-là, l'idée, c'est de rentrer et de récupérer le maximum qu'on peut par, entre guillemets, je mets des gros guillemets, n'importe quel moyen. Il ne s'agit pas non plus de kidnapper le DG qui sort du travail ou qui promène son chien. Non, mais l'infiltration sur site et l'attaque sur les réseaux Wi-Fi et puis tout ce qu'on peut faire une fois qu'on a accès au site, effectivement, c'est des vraies contraintes pour les actifs informationnels de l'entreprise. Merci beaucoup pour la question. On peut encore en prendre d'une ou deux autres, si vous le souhaitez. Soyez pas timide, je suis certain qu'il y a des gens qui sont réveillés même après le déjeuner. Non, pas d'autres questions? Si, je savais bien. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Dapiemet, je suis DPO dans une collectivité. C'était moins une question qu'une remarque et qu'un conseil que je voulais donner. C'est vraiment ne pas stigmatiser les collègues avec lesquels on travaille et vraiment les mettre en confiance pour qu'ils aient le droit de se tromper et pour qu'ils puissent dire « je pense que j'ai fait une erreur » et qu'ils ne se sentent pas cloués au pilori parce qu'ils se seraient trompés. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, on passe à côté de toutes les erreurs possibles et du coup, on ne peut plus travailler dessus. Effectivement, je vous rejoins totalement sur ce point-là, et on en parlait justement avant le début de la table ronde, et on parlait des boutons de signalement qu'il peut y avoir sur certaines messageries, comme Outlook notamment, pour pas le citer, et ça fait partie des pratiques, et c'est aussi des messages que l'on fait passer en disant... Et on est les premiers, l'erreur est humaine, on peut tous en faire, on en a tous fait, on continuera à en faire. Hein. Mais surtout, je dirais pas c'est pas grave, mais vous n'êtes pas tout seul. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider. Parlez-nous, posez une question. Et puis, si si par exemple vous cliquez pour déclarer un mail qui est finalement tout à fait légitime. C'est pas grave, on aura passé 5 minutes, mais ce sera toujours beaucoup moins long que si effectivement on est confronté à une attaque. Je partage totalement, merci. Il y avait une réaction, Julien, de votre côté? Oui, la même chose. On ne cesse de répéter aux collaborateurs et collaboratrices que franchement, peu importe qu'on ait 10, 15, 20 signalements à tort, on préfère ça plutôt qu'une personne qui nous dise « j'ai cliqué, j'aurais pas dû ». Qui ne nous le disent pas, qui cliquent et qui ne nous le disent pas. Par ailleurs, on parlait de KPI. On regarde quand même le taux de signalement qu'on a de gens qui ont cliqué justement, qui nous indiquent ça. Parce que quand on n'en a aucun, on n'a pas de métrique spécifique, il n'y a pas d'objectif. Mais quand on voit qu'on n'en a aucun, on se dit qu'il y a un problème. Parce qu'on sait que ça se produit et on tient vraiment à ce qu'il y ait cette culture du droit à l'erreur qui est sinon un vrai risque pour nous. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment sur le fait d'avoir le droit au doute en général, c'est cette petite intuition humaine que les outils n'ont pas, de se dire « Ah, il y a un truc un peu bizarre, on préfère être entre guillemets dérangé, mais qu'on vienne nous voir et qu'on nous dise « Regarde, j'ai un doute, est-ce que tu peux me dire ?» plutôt que, encore une fois... moi, je parlais de la personne qui a eu le doute, mais qui en fait a un peu cliqué trop vite. Déjà cliqué, comme le mail qu'on envoie, c'est toujours après qu'on se dit « Mince, j'aurais pas dû ». Mais c'est pas grave, j'ai cliqué, je crois que j'ai fait une bêtise, est-ce que tu... Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y aura forcément beaucoup... Plus vite on réagit, plus limiter l'impact. Pour en revenir aux cyberattaques, nous, effectivement, on a eu un petit délai, c'était Ryuk, on a eu un petit délai, le logiciel est resté que 2 jours, dormant. Dans certains cas, il peut être dormant pendant de nombreux jours, le temps d'attaquer des backdoors, le temps d'aller prendre des possessions de postes, administrateurs, et ainsi de suite. D'où l'importance de le signaler rapidement. On est tout à fait d'accord. Merci à tous pour votre présence, merci pour les questions. Et vous restez ici pour la prochaine table ronde. N'hésitez pas, il y en a encore plein à suivre. Merci beaucoup.